Ouais, ça fait bizarre. Ok, alors, je suis ravi d'être à cette CognitoConf aujourd'hui, parce que c'est ma première. Donc je me présente rapidement, moi c'est Antoine Pesé, promo 2013 et pas 2014, attention. Voilà, il faut le dire. Donc pour moi Asimov, actuellement je dis Gone Web Save, bon j'ai commencé mais ça déchire, je le conseille. Donc moi je suis UX designer. Bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui savent. Je définis ça de la manière suivante. Je traduis le besoin des utilisateurs pour l'équipe, tout simplement. Et récemment, donc j'ai changé de boîte. Je suis maintenant à Octo Technologies à Paris. Donc j'ai fait ça en septembre. Et j'ai redécouvert l'UX là-bas. D'où le titre de ma présentation. Incroyable. Pourquoi? Parce que j'ai découvert l'agile. Et l'agile, c'est vraiment génial. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite, je vais vous parler un peu de l'UX. Et enfin, je vais vous parler de l'ouverture. Et puis après, avec la phase de questions. Donc, allons-y. Qu'est-ce que l'agile? Donc, quand je vous disais l'agile, pour moi, c'est vraiment la révélation du siècle. Donc, peut-être pas, mais en tout cas, pour moi, la révélation de 2014. Parce que ça a vraiment changé plein de choses pour moi. Et si ça vous intéresse, à la suite de la présentation, je vous propose d'aller sur ce lien YouTube, Agile Product Ownership in a Nutshell, vous remarquerez l'accent. Et donc, c'est Henrik Knuberg, coach agile chez Spotify, qui fait cette présentation. Donc ça dure 15 minutes, et en fait, il va dessiner tout le processus agile. Moi, ça m'a parlé, et c'est très concret. En tout cas, j'ai plus compris qu'en cours. Mais parce que c'est concret, tout simplement. Et puis à l'époque, on était moins c'était pas aussi développé l'agile, je pense. Bref. Donc, qu'est-ce que c'est? Je vais vous présenter une équipe agile. Donc, oui, c'est moi qui ai dessiné, c'est mon talent. Une équipe agile, donc, est composée d'une équipe de développeurs, pardon. Oh là là, ok. Donc, comme ça, c'est mieux? Non, on n'entend plus rien, là. Oh, mais c'est bon, fallait me le dire. Ok. Donc, un UX, donc là, c'est moi. Et UX, ergo, pareil, quoi. Oh là 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 là, qui m'adresse. Non, mais bon, on utilise plein de termes. En tout cas, moi, voilà, consultant UX, c'est mon titre. Mais globalement, ça, c'est l'équipe UX. Et un PO, Product Owner. Le Product Owner, c'est le chef de projet en agile. En agile, on ne parle pas de projet, on parle de produit. Et le PO, donc j'utilise ce terme-là, un PO, faut pas s'étonner. Donc c'est la personne qui sera garante de la vision produit. C'est-à-dire qu'elle va prioriser et puis elle va être vraiment, elle va gérer la vision du produit en disant si oui ou non on met telle ou telle fonctionnalité et dans quel ordre. Et c'est l'interlocuteur principal avec les parties prenantes qui sont les clients. Les clients peuvent avoir plein de rôles différents. Ça peut être le marketing, ça peut être la com, ça peut être les métiers. Donc voilà un petit peu le contexte. On est dans une équipe agile dans le domaine de l'informatique. Je parlerai exclusivement de ce domaine-là. Ça se développe dans d'autres domaines, mais voilà, pour le moment, moi, c'est sur ce point-là que j'aimerais faire le focus. Et là, il y a des petites flèches. Ce qui est génial, c'est que tout le monde discute entre eux, et ça change tout. Le PO parle au dev, mais l'UX parle aussi au dev, et donc, ça crée plein de choses derrière. Pour expliquer un petit peu plus le processus agile, donc là on a l'équipe. Le processus est le suivant. Pour simplifier, on a les parties prenantes, donc nos clients qui sont là. Nos clients, ils nous font des feedbacks, des idées que l'équipe va analyser. Donc c'est ce qu'il y a ici. C'est pas une personne, c'est toute l'équipe. Ce sera le développeur principal, donc le tech lead. Ce sera le PO, l'UX, tout le monde pourra donner son avis sur l'idée. Par contre, ce sera au PO de décider d'activer la manivelle pour savoir si oui ou non on garde cette idée. Ensuite, l'idée, une fois qu'elle est validée, il y en a quand même beaucoup parce qu'on répond aux besoins du client, il va y avoir un stock qui va être présent et on va le prioriser. Et donc à nouveau, c'est le rôle du PO de faire ça. Et ensuite, l'équipe va bosser dessus. Donc que ce soit les développeurs, l'UX, l'équipe de manière générale. Pour le moment, on ne parle pas des rôles. Et donc l'idée va être transformée en développement. Ces développements vont revenir petit à petit vers les clients, ils vont pouvoir faire des feedbacks. Et donc, d'un côté, on aura la boucle de feedback, et de l'autre,
l'itération, la boucle donc de l'agile. J'ai pas parlé donc du cycle itératif, tout le monde sait que c'est comme ça, enfin que l'agile est itératif, mais c'est plus pour expliquer le concept global. Donc voilà, là on a le contexte global, et puis bah l'UX dans tout ça, on est où? Qu'est-ce qu'on fait? Cette méthode, donc la méthode agile, les UX l'ont assimilée et ont créé donc l'agile UX. Incroyable. Donc l'agile UX est basé sur différentes choses et se base principalement sur des concepts clés. Mais ce que je vais expliquer là, c'est les différences par rapport à l'UX qu'on pourrait connaître en cycle en V par exemple, avec de la conception. Premier point, prendre de l'avance. Prendre de l'avance, ça veut dire qu'on va concevoir avec une itération d'avance. On va proposer de la matière pour les développeurs derrière. Donc, comme je disais, traduire le besoin des utilisateurs pour l'équipe. On est exactement dans ce modèle-là, et on va le faire avec un peu d'avance pour que dans la prochaine itération, ils puissent directement activer le boulot. C'est ce que je montre aussi ici, avancer sur la priorisation. C'est-à-dire que on a un produit, on veut faire un produit, je sais pas moi, une page profil. Donc il y a la photo, il y a le nom et il y a l'histoire de la personne. On va d'abord commencer par la photo, le nom. Donc c'est ce qu'on va maqueter, parce que dans la première itération, c'est ce qu'on va donc prioriser, c'est ce qui aura été décidé. Et dans la deuxième étape, on rajoutera par exemple l'histoire. Et ce qui est important, c'est de pouvoir maqueter, parce que c'est quand même un de nos supports principaux, maqueter en cohérence avec cette priorisation, puis avec l'équipe. Le but c'est pas d'aller trop loin et de perdre les développeurs, c'est vraiment de les guider. Troisième point important, la collaboration, c'est ce que je disais tout à l'heure. On discute tous ensemble, petite flèche. Et donc c'est ce qui est vraiment bien, c'est que du coup on peut corriger des petits détails très rapidement, sans être obligé de passer par de la spec, par des choses un peu comme ça. Dernièrement, intégrer le feedback. Et c'est là où est toute la différence avec le cycle en V, c'est que on intègre le feedback et du client et des utilisateurs le plus tôt possible. Donc, on essaye de faire en mesure qu'on puisse modifier potentiellement ce qu'on a déjà développé. Et là, on arrive à avoir des produits qui sont particulièrement pertinents. Maintenant, faut essayer de se battre pour les utilisateurs. Bon, par rapport à ça, moi je vais vous faire un petit retour d'expérience. Un Rex. Alors, comme je disais tout à l'heure, on va reprendre nos 4 blocs, donc on va prendre de l'avance. Je vais parler d'un projet où on travaille pour une boîte qui doit faire une application pour des camions-citernes. Donc ils transportent du carburant. Et ce qui se passe, c'est que je suis allé sur le terrain. Je connais pas forcément, enfin c'est pas mon domaine de prédilection, le carburant. Donc je suis allé sur le terrain, je suis allé voir donc ces conducteurs. Je leur pose des questions, essayer de discuter un peu. Puis au bout d'un moment, il y en a, il me dit, vous êtes bien gentil avec votre appli, mais de toute façon, vous savez, nous les téléphones, on doit les éteindre quand on nous charge le carburant. Ah ouais, pourquoi? On transporte pas du chocolat, pas de la matière dangereuse. Donc on a des normes qui nous disent que le téléphone doit être éteint à la raffinerie. Et puis, c'est la même chose au dépotage. Le dépotage, c'est quand on vide les cuves du camion dans les cuves de la station essence. C'est la même chose pour le dépotage. Les téléphones doivent être éteints. Donc moi, je réponds, c'est bizarre parce qu'il y a plein de clients quand même qui utilisent leur téléphone, en tout cas qui l'éteignent pas. Il dit, ouais, c'est vrai. Donc le mode avion, en fait, peut être toléré à partir du moment où on est dans la cabine. Ok. Fort de ces informations, ça me permet de pouvoir prévenir à l'avance l'équipe de développement. Ok les gars, va falloir prévoir un mode non connecté pour cette application. Si on n'était pas allé sur le terrain pour savoir ça, même si le client il a des connaissances, il connaît un peu le contexte, il l'avait pas prévu. Et du coup, ça nous permet, c'est pas que par de la maquette, ça nous permet de prendre de l'avance et d'imaginer ça plutôt que de le voir un peu tard, de dire ah oui ok faut prévoir ça. En plus de ça, donc je parlais de priorisation. Ce qui est intéressant dans cette mission-là, c'est que j'ai pu la suivre cette priorisation, mais j'ai aussi pu agir dessus. C'est-à-dire que fort de ces entretiens utilisateurs, je connaissais le contexte et j'ai pu notamment aider à la priorisation. Donc, une story map, c'est un outil qui nous permet en fait de dégrossir les fonctionnalités qui vont être faites pour le produit, donc pour notre application.
Et donc on fait ça très tôt dans le cadrage. Et je suis intervenu notamment dessus pour, comme je disais, modifier un petit peu la priorisation, dans le sens où je disais, ouais, voilà, cette fonctionnalité-là, ok, elle est importante, mais je pense que celle-ci, elle a plus d'intérêt, elle a plus de valeur pour l'utilisateur. Donc, du coup, on en discute ensemble, et ça m'a permis d'agir, d'être acteur. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire quand on a la connaissance du terrain. Et je trouve ça assez pertinent de fonctionner de cette manière-là, mais c'est difficile d'arriver assez tôt. Donc le projet, la première itération de développement commence, et ben on va collaborer. Donc je leur propose les premières maquettes que j'ai faites, mais pas que. On a fait des personas qui me permettent de montrer un peu quel est le profil de la personne que j'ai rencontrée, enfin des personnes que j'ai rencontrées. Parce que mes développeurs, ils sont pas allés sur le terrain, ils savent pas. Donc par rapport à ça, ils ont apprécié. Ils ont apprécié parce que ça leur a permis de se projeter. Ce qui est pas mal. Mais j'ai pas fait que ça aussi, j'ai fait notamment un workflow. Donc c'est ok, le mec il est là, il utilise son appli à tel moment, voilà pourquoi, etc. Pour qu'il y ait du sens dans le développement. Pour pas qu'on fasse juste, pour pas que les développeurs soient juste exécutants. On leur propose un cadre en tant que UX, et après, à eux de développer par rapport à ça, et nous on sera là pour ajuster éventuellement, pour expliquer. Enfin les tests utilisateurs. Comme je disais, c'est ultra important, l'utilisateur. Enfin, moi, j'en suis vraiment convaincu. Je viens juste avant cette boîte-là, j'ai fait une boîte qui fait pas mal de tests utilisateurs, et ça m'a énormément appris. Le fait d'avoir des retours qualitatifs, de voir un mec qui prend son appli, qui fait ça, voilà, c'est visuel, on le voit directement. C'est le body language. C'est quelque chose qui nous a appris énormément. Donc, on a pu retourner avec cette application, donc au bout d'un mois, 2 itérations, donc de 2 semaines, on a pu retourner voir les conducteurs sur le terrain. J'ai impliqué le client aussi. Ça, c'est quelque chose qui était intéressant parce que du coup, si vous avez l'occasion de faire des tests, un de ces 4, impliquez vos clients. C'est un truc de ouf parce qu'ils se rendent compte eux-mêmes de ce qui se passe. Et qu'ils se disent, ah ouais, d'accord, je me rendais pas compte. On a beau leur dire, hein, mais c'est pas pareil quand eux, ils le voient. Donc, les tests, ça nous a permis de déceler des problèmes dans l'application, ce qui est normal parce qu'il y a toujours toujours des petits trucs qui vont pas. Donc une étape en moins, un bouton qui va pas, etc. Et on l'a fait suffisamment tôt pour que ça soit impacté dans le développement derrière. Donc là actuellement c'est en cours de dev. Donc vraiment les tests, je vous incite à les faire si vous en avez l'occasion. Hop, je regarde juste le temps qui me reste. Large. Ok, donc maintenant quelques facteurs d'échec fréquents que j'ai pu voir. Parce que ça me paraît important aussi d'en parler. De rien. La contractualisation des livrables. Ça, c'est quelque chose auquel on est souvent confronté en tant que UX. Donc, c'est la relation client-prestataire. Et je ne viens pas vous acheter un produit, je vais vous acheter des livrables, en quelque sorte. Le problème de ça, c'est que on a généralement peu de marge de manœuvre. Parce qu'on arrive souvent après la phase de cadrage. Et du coup, on a un genre de cahier des charges et on doit maqueter par rapport à ça. Donc on a beau faire des recommandations, mais parfois il y a des fonctionnalités, on sait pertinemment que ça servira à rien, ou en tout cas ça aura peu de valeur, mais il faudra le faire quand même. C'est dommage. Après, qui dit phase aval, dit aussi phase amont, à moins que je me trompe, c'est la discussion avec la technique. Le fait de pouvoir discuter avec la technique, ça me paraît intéressant parce que ça permet de corriger des petits détails. Les développeurs ne sont pas, même s'il y en a qui ont une conscience de l'ergonomie, de ce genre de choses, pouvoir se coller à côté du mec et dire bon voilà, ça faudrait mettre un peu plus gros, ça le contraste n'est pas terrible, c'est efficace en fait, tout simplement. Et c'est rare de pouvoir le faire. Et ces 2 points-là, les méthodes agiles sont une bonne barrière pour contrer ces facteurs-là. Donc moi ça m'a plu, ça m'a parlé, et j'ai trouvé ça vachement efficace. Le dernier point, agile ou pas agile, c'est super dur de faire de l'UX quand il n'y a pas d'utilisateur, et de l'UX pertinente, on va dire. Dans le sens où, ok, on a beau être expert, spécialiste ou je ne sais quoi dans les interfaces, on aura des repères, c'est sûr, parce qu'on va travailler tous les jours dessus, on fait pas mal de veille, quoi que ce soit, mais notre vraie valeur, pour moi, elle est là. On nous donne le temps, en UX, de
d'aller voir les gens et d'aller à leur rencontre. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut capitaliser. Parce que ça nous apprend tellement. Et même si on est sur un domaine sur lequel on a déjà bossé, on a toujours des surprises, toujours. Et des surprises, parfois c'est des grosses surprises, hein, des choses que on s'attendait vraiment pas. Donc, je vous incite à vous battre vraiment pour ceux qui font de l'UX et même pour ceux qui font du développement, de vous battre pour avoir des utilisateurs, pas des représentants des utilisateurs, des vrais utilisateurs. Et encore mieux, impliquer vos clients. Parce que là, c'est le rêve. Ouah, c'est génial. C'est vraiment, c'est incroyable quand les clients se rendent compte de l'effet de leur application, ça leur fait toujours un petit quelque chose. Je vous le conseille. Enfin, donc, je vais rapidement parler du Lean UX. Donc, on parle d'agile. Maintenant, il y a une nouvelle méthode. Une méthode un peu plus récente, c'est le Lean Startup. Le Lean Startup, son but, c'est de faire des prototypes très rapidement pour voir si le produit a de la valeur. Donc, je vous invite à nouveau, comme tout à l'heure, à aller vous renseigner sur le Lean UX. Donc, il y a un bouquin pour ça, le Lean UX, Lean Startup, si vous voulez aussi, à l'issue de la conférence. Et ce qui se passe, c'est que on est sur une boucle Think, Make, Check. Qu'est-ce que c'est que le Lean Startup? Je vais vous donner un petit exemple avec Dropbox. Dropbox, il y a quelques années, souhaitait donc mettre en place son système de cloud, mais il y a quelques années, ça n'existait pas. Donc, en tout cas, c'était un peu obscur. Donc, c'était un pari un peu risqué. Ce qu'ils ont fait, ils se sont dit, OK, le cloud, c'est l'avenir. Think. On va faire une page internet, à laquelle on va mettre une vidéo explicative et un bouton s'inscrire. Aller plus loin, un truc comme ça. Juste ça. Et derrière ce bouton, il n'y a rien. C'est pas pour accéder au produit, il n'y a rien. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mesuré le nombre de personnes qui ont cliqué. Ça leur a permis, par rapport à leur hypothèse de départ, de savoir si le produit avait de la valeur ou pas. Ils se sont lancés, ça a marché. C'est pas une méthode qu'il faut faire à chaque fois. Simplement, ça permet de réduire les risques. S'ils l'avaient pas fait, ils auraient très bien pu développer tout leur système pendant 2 ans. Ils n'auraient pas forcément eu les mêmes feedbacks. Il y aurait peut-être eu d'autres concurrents qui se seraient lancés entre-temps. Le produit, le lancement aurait pu être le même, mais ça aurait été plus risqué. Parce qu'ils ne savaient pas si ça avait beaucoup de valeur de faire ça. Le Lean UX, c'est la même chose. Le but, c'est de faire un MVP, Minimum Viable Product. On se concentre sur les fonctionnalités essentielles. Tout ce qui n'est pas essentiel, on l'enlève. Ensuite, on crée un prototype qui sera potentiellement jetable, parce que c'est pas forcément du code qui sera propre. On cherche vraiment à avoir un prototype qu'on puisse montrer aux gens et avoir du feedback dessus. Et le feedback, on le mesure grâce à des métriques. On fait des hypothèses. J'imagine que 70% des gens iront sur cette page-là. Il y a quoi? Il y a 40%, et ben on la dégage. Cette page n'est pas utile. Et ça nous permet concrètement d'avoir un prototype très efficace, très viable, qui permet de réduire le risque. Donc là, on est sur des nouvelles méthodes, et l'UX s'intègre dedans. C'est pas le but de la présentation aujourd'hui, c'est juste pour faire une petite ouverture. Je vais d'ailleurs speaker au Flupa UX Day, sur le Lean UX, si ça vous intéresse. Et du coup, je vais m'arrêter là. Et donc, voilà, merci. Merci Antoine. Très intéressant comme présentation, un petit peu plus longue que prévu, mais ça nous a permis... Non mais c'est bien, parfait. Oui, on est toujours dans les... Ouais. Est-ce que vous avez des questions? Des questions, des remarques, ouais, tout ça. J'en vois une au fond, Alors, d'abord, au fond. On passe d'abord là. Non, garde le micro, pose ta question, on reviendra après. D'accord. Excuse-moi. Allô? Ouais, c'est bon. Non, j'avais juste une question, c'est juste comme ça au niveau de la compréhension, tu utilisé le terme workflow et la signification, je sais pas trop comment. Ok. En fait, on a pas mal d'outils différents, UX. Le workflow, c'est simplement une illustration de tout le schéma qui va amener d'un point à un point B. C'est-à-dire que là, dans mon application, on avait les conducteurs, ils devaient avoir l'application, ils l'allumaient quand ils étaient à la raffinerie. Donc il y avait la raffinerie. Ensuite, quand ils étaient en route, enfin juste après, ils devaient se garer. Donc il y avait ce point-là avec la flèche.
et ensuite quand ils arrivaient au point de ravitaillement. Alors là, c'est simplement une illustration de ce schéma-là. On a plein d'outils. Idéalement, en fait, ce qu'il faut réussir à faire en UX, c'est vraiment de communiquer. C'est d'avoir ce qui se passe en méthode agile, c'est qu'on a des murs remplis de post-it, des dessins dans tous les sens. Il faut que l'UX s'intègre dans ces murs, parce que souvent c'est des développeurs et le PO qui vont faire ça, en illustrant des scénarios, des schémas, ce genre de choses. Donc ça en fait partie. C'est bon, parfait. Alors Guillaume Goris, je suis aussi consultant UX, et par contre ta présentation, je vois pas en fait en quoi tu fais de l'UX. Pour moi, tu fais juste de l'ergonomie. Parce que si tu veux vraiment faire de l'UX, il faut que tu intègres le design. On a parlé au début, mais après on voit pas comment tu travailles avec eux. Et surtout, il y a à la fois définir l'expérience de l'utilisateur, mais définir aussi l'expérience que le demandeur veut donner à ses utilisateurs, ce que le marketing, ce que la stratégie veut faire. Et là où ils veulent aller, c'est pas juste l'utilisateur, il y a aussi cette partie-là qui doit être présente. Je vois pas du tout comment c'est intégré dans ce que tu présentes. Le design, c'est tout ce qui est design graphique? Ah, tout à fait, oui. D'accord. En fait, comme je disais au tout début, ici, moi, en vrai, effectivement, je suis plus de l'ergonomie. On utilise le terme UX, c'est dérive de langage, je pense. Mais dans notre équipe, on a une équipe UX, dont moi en ergo et un graphiste. Donc le design, on le prend en compte. On a même maintenant des nouvelles méthodes donc, en design thinking, où on a un consultant spécifique par rapport à ça, qui nous permet de travailler le design bien en amont par rapport à ce produit-là. Mais effectivement, moi j'utilise le terme UX pour principalement définir le travail avec les utilisateurs. C'est être garant de l'expérience utilisateur et pas forcément par rapport au design. D'accord. Et par contre, pour l'expérience que veut donner le demandeur, donc là je sais pas, Christian, imaginons que c'est Total, l'expérience qu'eux veulent donner à leurs utilisateurs, comment tu vas discuter avec les parties dirigeantes? Est-ce que ça t'arrive de discuter avec le marketing, la boîte ou autre là-dessus ou pas du tout? Alors oui. Seulement le PO qui toi te redonne les infos. Alors en fait, en gros, généralement en UX, on avance, on est vraiment en amont avec le PO et ça nous permet de définir certains points, notamment dans le parcours, sur deux choses. Mais quand on parle du design, globalement, moi je laisse ma place à mon ami graphiste qui aura plus les cartes pour déceler et faire ressortir un peu quelles sont les vraies demandes du client. Et on intégrera un peu tout le monde. Pas qu'en design, parce que tu vas faire un parcours, mais tu vas faire peut-être le parcours que l'utilisateur final veut, mais c'est peut-être pas le parcours que la boîte veut que l'utilisateur il ait, parce qu'il a envie qu'il passe par certaines pages, donc il a pas envie, mais on va lui mettre des informations pertinentes à lui montrer à ce moment-là, mais pour la boîte, pas pour l'utilisateur. Alors en fait, au tout début, dans le projet Agile, au tout début, on va définir grosso modo le parcours. On ne sait pas exactement où est-ce qu'on arrivera dans 3 mois. Donc, on discute avec le PO, mais aussi avec le client. En fait, le PO, dans le meilleur des cas, c'est le client. C'est quelqu'un qui est chez le client, qui est intégré dans l'équipe, et c'est la passerelle entre les deux. Et donc, lui, il connaît les différents utilisateurs, et c'est lui qui pourra donner, qui pourra dire, là, on va à gauche ou à droite. Et donc, on travaille vraiment main dans la main avec le client, et donc moi, en tant que UX, je serai là pour dire, je pense que ce parcours-là aura plus de valeur pour l'utilisateur. Mais j'ai pas le dernier mot. C'est le PO qui a le dernier mot. Donc c'est comme ça qu'on va définir vers tel ou tel endroit, enfin, vers quel chemin on va. Ok, bon, j'arrête de tomber. Non mais Salut Antoine, je voulais savoir quand tu définis l'agile. Ouais. Slide suivante, je pense. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est le temps d'itération sur les retours. Donc, les petits cartons en bas. Ouais. Vous livrez tous les combien de temps et qu'est-ce que vous livrez? Est-ce que vous livrez des petits modules qui se testent avec des tests unitaires automatisés? Est-ce que c'est des versions du livrable qui fonctionnent déjà et côté client, c'est un vrai client et pas une équipe de test spécialisée qui teste? Enfin, qu'est-ce que vous rendez et à quelle fréquence? Alors, en fait, un peu tout ce que tu as dit. Ce qui se passe, c'est qu'on a des itérations de 2 semaines, principalement. La plupart du temps, on essaie de fournir un prototype qui marche. C'est-à-dire que c'est une brique supplémentaire. Et tout ça, c'est un prototype qui marche. Et donc, toutes les 2 semaines, on doit avoir quelque chose qui fonctionne
pour faire des feedbacks. Donc toutes les 2 semaines, tu dois avoir des tests utilisateurs et donc toutes les 2 semaines, tu as des utilisateurs. Alors là, c'est côté agile, côté équipe. Au début, les tests utilisateurs, on va pas trop en faire. Concrètement, pour l'équipe agile, elle va produire toutes les 2 semaines pour avoir un prototype. Parfois, bon, ça marchera pas, il y aura une itération où ce sera juste démoli, il n'y aura pas beaucoup d'évolution, mais c'est pas très grave. Il y en aura juste après. Par contre, pour les tests utilisateurs, ce qui se passe, c'est que ça sert à rien de trop en faire. Sinon, on n'a pas le temps de travailler, on n'a pas le temps d'avancer. Moi, ce que je recommande, c'est que quand au bout de 4, 5 itérations, au bout d'à peu près de 2 mois de travail, on commence à en faire une fois tous les 2 mois, une fois tous les mois, pour commencer à avoir du feedback régulier. Donc toutes les 2-3 itérations à peu près. L'avantage, c'est que ça n'arrive parce que ça coûte cher. Il y en a pas trop. On peut faire ça sur 5 personnes, c'est suffisant. Mais ça permet de l'intégrer assez rapidement si on le fait suffisamment en amont. Ok, j'ai une dernière question. Comme tu as dit, ça coûte cher. Est-ce que ta position pas consultant, mais poste du X n'est jamais remis en cause pour des questions de prix? Parce que tu coûtes cher, parce que tu fais partie de la prise de décision, tu vas mobiliser des développeurs, et en plus tu vas demander des utilisateurs au début de l'année qui diront bah nous on a toujours développé, on n'avait pas besoin de payer ça, ça et ça nous met en retard dans le projet, ça fait des livrables plus chers, etc. Alors en fait, moi dans mon équipe, dans ma boîte, j'ai pas ce problème-là. L'agile fait partie vraiment de l'ADN de la boîte. Et on refuse de travailler autrement, en fait. Donc du coup, on est sur ce point-là, on n'a pas ce souci-là. Par contre, au niveau des clients, moi, je vois une amélioration. En termes du UX, les gens sont de plus en plus ouverts, ils comprennent de plus en plus ce que c'est, et je pense qu'on a une bonne période dans le UX. Par exemple, il y a 2 mois, un peu plus, en décembre, j'ai bossé pour une banque. La première chose qu'ils m'ont demandé, c'est un audit. La première chose qu'ils m'ont demandé, ok, c'est tu les vois quand les utilisateurs? La première. Donc, venant d'une banque, il y a quand même une évolution. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Antoine? Ouais. J'ai une petite question. Tu dis que tu refuses vous acceptez que les projets agiles. Ouais. Et donc vous intégrez à une structure agile qui existe déjà chez le client. Du coup, vous mettez pas en place cette structure. Vous vous intégrez dans une structure déjà existante. Mm-hmm. Est-ce que, dans ton expérience, il y a combien de projets qui marchent au final? Au bout, en agilité jusqu'au bout? Alors, j'ai pas assez de recul pour répondre, pour te dire un chiffre. On va dire il y a 100%. Je peux pas te dire ça. Non, en gros, on fait les deux. On a dans la boîte, on fait du delivery. Donc c'est ça, on nous demande un produit. Voilà, on veut un nouveau site, une nouvelle appli, un nouveau produit, un appli métier. Et donc là, c'est nous, on dit ok, on bosse en agile. Il va falloir vous adapter en quelque sorte. Et après, donc pour ça, il y a 2 manières de faire. Soit ils savent déjà, l'organisation est déjà un peu agile et ça va. Soit ils savent pas. Et là, on voit les coachs agiles. Et donc les coachs agiles, c'est le deuxième versant de la boîte, c'est le conseil. Ça en fait partie. Et donc dans ces cas-là, il y a vraiment de la transformation d'organisation qui est faite, mais c'est une autre mission. C'est pas vraiment ça. Et là, c'est-à-dire que quand on fait de la transformation agile, la boîte, le client sera déjà un peu agile ou pas encore, mais on sera pas là. On pourra intervenir pour apporter du conseil, mais on fera pas les livrer à leur place, quoi, en quelque sorte. C'est clair? En fait, de par mon expérience, on va dire, je travaille souvent du coup sur des projets agiles aussi. Mm-hmm. Et le peu de projets agiles vraiment qu'on a pu, une grosse structure agile comme tu as pu la décrire, parce que finalement, toute dans le monde du travail, on va dire, cette structure que tu nous montres, elle est vraiment idéale. La plupart du temps, on n'a pas tous ces acteurs. Et les récits que tu dis toutes les 2 semaines et tout, voilà, c'est utopique. Pour avoir un prototype qui marche et tout, et en plus tu parles de prototype. À quel moment tu vas te dire, tiens, là c'est plus un prototype, c'est carrément la version finale, une version, la V1 quoi. Ouais. Il y a plein de choses comme ça, et par exemple la dette technique là, dans le schéma, je la vois pas. Parce que quand on est en position en développement agile comme ça, c'est on va coder, on va pousser des spécifications, des idées, comme tu dis. Et après, il faut quand même avoir une certaine rentabilité. Du coup, comme tu dis, des prototypes qui marchent, tout, ok. Mais on va pas on va dire dans la perfection à ce moment-là. Du coup, on engrange une dette technique. Donc en fait, il faudrait limite mettre des petits paquets à côté des paquets de oui, en disant il y a encore des petits paquets plus
plus il y a des itérations, plus il va y avoir un paquet de dettes techniques qui va monter. Et là, enfin, pour moi, le cycle agile là, il est utopique et ça marche que si les clients sont vraiment matures pour accepter ce fonctionnement, quoi. Alors, peut-être que j'ai de la chance. En tout cas, j'ai vraiment en tête des projets agiles, mais à 100%, qui marchent. La dette technique, oui, j'aurais pu le faire, mais je commence à rentrer trop dans le détail. Elle est gérée, en fait. C'est que quand les devs ils font une itération et qu'ils font de la dette technique, ils le savent, ils le notent, et elle sera traitée dans l'itération suivante, ou encore un peu plus tard, quand il y en aura suffisamment. Mais en tout cas, ça, moi, je le vois. Hein. Je le vois, donc peut-être que, concrètement, là, je sais qu'il y a pas mal de projets, de projets sur l'agile, et j'ai vraiment en tête deux projets où la dette est parfaitement gérée. Et après, c'est pas à moi de dire quand on passe du proto à la V1, c'est un PO. Ouais. Mais après, en fait, ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, on a des proxy PO qui sont en fait chez Octo. C'est-à-dire que c'est ça le truc que j'ai peut-être mal expliqué. D'où ta question. Ouais. On a des gars qui font tout le village dans la boîte directement et qui font la relation entre les deux. Voilà. Ok. Bonjour. C'est pas une question, en fait, c'était juste pour partager une autre vision de la méthode agile. Donc, en fait, moi, je bosse pour Airbus à Toulouse. Et donc là, depuis cette année, ils ont mis en place des méthodes agiles pour accélérer le processus de recherche. Et pour donner une idée, du coup, c'est pas tout à fait les mêmes délais que tu donnais pour montrer. En fait, normalement, le processus de recherche à Airbus, c'est genre 5 ans, voire plus. Et là, en méthode agile, on produit quelque chose tous les 4 mois, à peu près. Donc, c'est pas 2 semaines, du coup. Et du coup, je sais pas si ce que tu voulais dire, Nicolas, mais du coup, pardon. Mais du coup, l'idée, nous, c'est que on développe, on fait un backlog avec différentes fonctions définies, on priorise et vraiment on fait fonction par fonction. Et quand on va montrer aux utilisateurs, c'est pas forcément des prototypes. Enfin, je veux dire, ça peut être un truc papier, c'est pas très très abouti forcément, et c'est pour pouvoir aller de plus en plus vite. Voilà, c'était juste pour montrer que du coup, les délais peuvent être plus longs quand même si c'est en agile. Non, mais plus long que 2 semaines, quoi. Ça montre bien que dans Airbus, les domaines se diversifient. Une bonne chose. Ou d'autres questions, d'autres remarques, mais si vous avez d'autres remarques pour Antoine, n'hésitez pas pendant la pause ou une dernière. Oui, c'est par rapport à la question qui m'a succédé par rapport au client sur ce qu'il pensait, par exemple, de ce qui avait été mis en place, s'il était d'accord ou pas, s'il y avait des choses à changer. Et c'était juste peut-être pour en revenir, je sais pas si ça a de l'importance ou pas, ou un rapport, mais c'est quand tu dis que justement tu as amené le client voir les tests utilisateurs pour justement lui montrer que même s'il a des idées et qu'elles étaient plus ou moins bonnes, finalement il se trouvait. Et est-ce que justement ça c'est vraiment important et tu le conseilles vraiment dans une méthode agile? Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que l'avantage d'amener un client lors des tests, c'est qu'il se rend compte de l'impact des choix qui ont été faits en amont. Comme je disais, on n'est pas juste la boîte Octo qui fait ça, c'est Octo plus le client. Donc les décisions, elles sont faites à deux. Il n'y a pas que la faute, elle n'est pas sur l'un ou l'autre, et on n'a pas la science infuse, on va se tromper, c'est normal. Et le fait de se rendre compte, là par exemple, tu vois, c'était, on voulait sur l'appli, le mec devait estimer son temps, son heure d'arrivée. Tu vois, il est à Lyon, il arrive à Vienne et il doit estimer. Donc les mecs me disaient de la boîte, ils savent, les conducteurs savent. Bon ben je les vois, ils disent là vous montrez une ville, je connais pas. Si j'avais le kilométrage, ça m'aurait plu. Ça j'avais déjà proposé avant, ils m'avaient dit non c'est pas la peine, les conducteurs savent. Et le fait que j'ai un client auprès du conducteur et que le gars il galère, il trouve pas, à la fin il dit ah bah ouais en fait c'est fou, ils savent pas. Et bah ouais. Et ouais c'est ça. Et donc
le fait qu'il s'en rende compte, bah, il va être encore plus proactif. Ah oui, mais faut changer ça, hein, ça, là, il faut changer. Et du coup, t'as en quelque sorte un sponsor supplémentaire quand tu arrives à intégrer le client. C'est ça l'avantage. Voilà. Une dernière Bon, question, Antoine, une petite et question. après, on passe à l'Assemblée Générale. Une toute dernière, si vous voulez. Si Antoine, tu veux encore des questions. Sinon, Ou si t'as d'autres choses à rajouter. Dans tous les cas, vous avez la pause pour discuter avec lui, ou ce soir aussi, il est là, donc n'hésitez pas à aller le voir directement. Très bien. Eh ben, on va passer alors du coup. Merci beaucoup, Antoine.